C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, voici le sommaire de cette édition. Les examens de fin d'année ont démarré ce lundi 13 mai 2019 par le certificat d'aptitude professionnelle. Le lancement officiel a eu lieu au centre Don Bosco de Parakou par le ministre de l'Enseignement secondaire. Nous en parlerons dans ce journal. 2624 candidats ont composé ce samedi dans le département du Mono pour le test de préqualification au métier d'enseignant. Vous suivrez le point de Jonas Bouchi. En Afrique du Sud, l'ANC a largement emporté les élections législatives du 8 mai en recueillant 57% des voix et qui lui assure une majorité absolue de 230 des 400 sièges de l'Assemblée nationale. C'est tout pour le sommaire. Merci pour l'attention, Madame, Messieurs. Le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, comme je vous l'annonçais en titre, Kakpo Maouyon, a procédé ce matin au centre Don Bosco de Parakou au lancement officiel du certificat d'aptitude professionnelle 2019, option sciences et techniques industrielles, enseignement familial et social et hôtellerie et restauration. 4969 candidats sont inscrits, dont 759 femmes. Les candidats au test de préqualification au métier d'enseignant ont également composé ce samedi 11 mai 2019 dans le département du Mono sous la supervision des directeurs départementaux en charge de l'éducation. 2624 candidats inscrits à cette évaluation ont composé au CEG 1 et 3 de l'Okosa et au CEG Hweyogbe. Jonas Bouchi est allé faire le constat. Voici son reportage. Ce test auquel participent des demandeurs d'emploi dans le sous-secteur de l'éducation au Bénin s'inscrit dans le cadre d'une meilleure planification du recrutement des enseignants et cela ne garantit a priori pour les candidats aucun droit d'embauche dans la fonction publique. Non, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. C'est pour permettre à l'État de constituer une base de données. Ça a été dit aux surveillants ce matin. Ils doivent permettre aux candidats de remplir entièrement et lisiblement les entêtes des feuilles de composition. Donc ça permettra quand même à l'administration d'avoir une base de données fiable. On voudrait avoir des données fiables qui permettraient au moment des recrutements de savoir combien de postes il y a lieu d'ouvrir dans telle ou telle discipline. Parce que par le passé, on se levait et on disait, bon, recruter par exemple 200 personnes dans le français, ou bien 300 personnes en mathématiques, alors qu'on ne sait pas s'il y a de ressources, de compétences disponibles pouvant couvrir ces besoins. Pour le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Mono, cette évaluation a un double intérêt. Pour les aspirants, ceux qui sont en train de composer actuellement, c'est une manière pour eux-mêmes de s'évaluer, d'apprécier leurs propres compétences. Parce que pour la plupart, ils sont à la maison et ils aspirent à devenir enseignants. Donc, ils vont s'auto-évaluer eux-mêmes. Par rapport à l'État, c'est un test de pré-qualification pour prévoir à travers le plan de formation les besoins en formation éventuels qui vont s'exprimer à travers cette évaluation. Dans le département du Mono, 2624 candidats se sont inscrits pour plancher dans 3 centres de composition. Okay, ici, nous sommes au CEG3 de l'Okosa et ils sont 675. Le deuxième centre prévu pour le primaire dans le Mono, c'est le CEG de Hweyogbe. Ils sont au nombre de 984. Pour ce qui est donc de l'enseignement secondaire, ils sont 965 à composer. Et ça se déroule au CEG1 de l'Okosa. Certains candidats qui disent avoir déposé les dossiers pour prendre part à ce test n'ont pas pu composer ce samedi à l'Okosa parce qu'ils n'ont pas vu leur nom sur les listes affichées. Par rapport à ceux qui n'ont pas trouvé leur nom, il y en a qui sont présentés ce matin. On leur a dit de rentrer, qu'ils ne sont pas autorisés à composer. Ce n'est pas grave. Et donc, à mettre le temps à profit pour commencer par s'exercer en même temps afin de préparer les concours à venir. Les dossiers ont été étudiés minutieusement par l'Office du baccalauréat. Et s'il y a eu des candidats qui n'ont pas retrouvé leur nom, certainement, il doit y avoir un problème de déficit au niveau des pièces constituant le dossier.
Alors, mais il n'y a pas lieu de s'affoler puisqu'il y aura une autre occasion pour ceux-là, pour être évalués et entrer donc dans la base de données du gouvernement. Signalons qu'une évaluation similaire déjà organisée pour les enseignants honoraires et permanents a été boycottée par ces derniers sous prétexte qu'elle n'avait aucune base juridique. L'État vient donc de trouver la formule pour que cela se passe sans la moindre résistance. L'opposant centrafricain Serge Lingen-Dayen était ce samedi 11 mai face à la presse béninoise pour présenter la situation de son pays et faire part de sa candidature aux élections présidentielles. Une occasion pour lui de se prononcer sur la situation du Bénin et de prodiguer quelques conseils au peuple béninois pour la paix. Suivons. Ce que je peux donner juste, c'est un conseil. Même si je suis jeune, on dit la valeur d'un homme n'attend point le nombre des années. Il faut faire très attention. Moi, je suis issu d'un pays où il y a eu le chaos et aujourd'hui, la République centrafricaine est encore à terre. Quand on commence quelque chose, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et les politiques, quand ça chauffe, ils sont ailleurs, avec leur famille, ils sont bien. C'est le bas peuple qui paye toujours le prix le plus fort. On ne casse pas un pays, parce que bâtir un pays est très difficile et ça prend beaucoup de temps. Le conseil que je donnerais au peuple béninois, c'est de faire très attention. On ne casse pas un pays, même s'il y a des problèmes communs. On peut toujours trouver un compromis dans le dialogue. Parce que quand on prend les armes, quand on commence à casser, quand on commence, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et vous allez avoir des gens qui vont venir de partout chez vous, des ONG partout, des casques bleus. Vous ne savez pas ce que ces gens-là viennent faire là. Et ça prend du tout. Ça prend du temps, et les gens meurent. Les gens meurent. Il y a la famine, il y a les maladies, parce qu'il y a la guerre, mais aussi il y a l'après-guerre qui fait très mal. C'est tout le conseil que je peux donner au peuple béninois. Voilà qui est dit. Une autre information dans ce journal, les écoliers du Jardin d'enfants Saint-Augustin de Cotonou, en sortie pédagogique ce vendredi 10 mai, ont visité la fondation Espace Afrique du Centre international d'expérimentation et de valorisation des ressources africaines. L'objectif de cette visite est de faire découvrir aux enfants les plantes et fruits, objets de leur apprentissage en classe. C'est un reportage de Hayatou Foué et de Aristide Setti. Venus du jardin d'enfants Saint-Augustin de Cotonou, ces tout petits écoliers de 9 classes ont découvert à la fondation du Centre international d'expérimentation et de valorisation des ressources humaines (CIVRA) les fruits, les légumes et les plantes étudiées depuis le début de la rentrée en classe. Cette sortie qui a eu lieu à Glodibé n'a laissé aucun membre de l'équipe indifférent. Pour les enseignants, cette visite entre dans le cadre de la formation des enfants. Les enfants que nous avons sont dans les 4 murs de Cotonou. Ils connaissent, ils entendent parler des légumes, des fruits, mais n'ont pas la possibilité d'avoir accès à ces trucs qu'ils apprennent à l'école ou qu'ils voient sur les écrans. Alors ce matin, grande est notre joie de les amener dans ce centre où ils ont eu l'occasion de découvrir, de toucher ces réalités de leur vie. Je les voyais contents, tout heureux de découvrir les produits de chez eux. Cette sortie est une opportunité pour les enfants parce qu'ils ont découvert pas mal de choses. Parce qu'ils sont à Cotonou, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas grand chose. Ils ont la tomate, ils voient la tomate, les parents préparent, mais ils ne connaissent pas l'arbre qui donne la tomate. Ils ont tout découvert aujourd'hui. Ravis d'avoir acquis de nouvelles connaissances au cours de cette sortie pédagogique, les enfants expriment ici le sentiment et joie. Je m'appelle Ken
et j'ai 5 ans et je suis dans la classe des tournesols. Mon école s'appelle le Jardin d'enfants Saint-Augustin de Cotonou. Je salue et remercie l'honorable Prudencio. Je m'appelle Marie-Michel, j'ai 5 ans et je suis dans la classe des tournesols. Je remercie pour l'occasion que vous nous donnez ce jour de visiter votre maison. Merci, que Dieu vous bénisse. Mon jouet s'est cassé, qui va le réparer? C'est mon papa, un petit papa, comme il n'y en a pas. C'est le mien, vive mon papa. Je l'épluche et je la mange. Quel fruit délicieux, très bientôt. Le corps enseignant du Jardin Saint-Augustin de Cotonou, mobilisé à l'occasion, n'a pas manqué de témoigner son satisfait. En général, l'objectif de notre visite a été atteint parce que les enfants étaient contents de ce qu'ils ont eu à regarder, à toucher du doigt et à cerner au fait. Je peux confirmer que la sortie de ce matin a été d'un grand profit pour ces enfants. Les enseignants aussi n'avaient pas de difficulté à expliquer. Je n'avais pratiquement rien à donner comme apport. Nous avons eu un personnel vigilant, vraiment prêt, ancré dans le domaine, qui ont su accompagner, guider notre visite de ce matin. Je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. Je remercie la promotrice de ce centre et son coordonnateur, tous ceux qui travaillent dans ce centre. Notre souhait, c'est que le centre grandisse davantage pour le bien-être du peuple béninois. Plusieurs activités ont mis un thème à cette sortie, dont les animations et les échanges de cadeaux entre les responsables de la Fondation Espace Afrique Sievra et les écoliers du Jardin Saint-Augustin de Cotonou. Les enfants sont repartis comblés avec le ferme engagement de mieux mettre en pratique les notions reçues au cours de cette visite pédagogique. Vous venez donc de suivre un reportage de Hayat Foué Aristide et de Romaric de Vauchy. En interactualité, en Afrique du Sud, l'ANC a largement emporté les élections législatives du 8 mai en recueillant 57% des voix et qui lui assure une majorité absolue de 230 des 400 sièges de l'Assemblée nationale. Suivez. En Afrique du Sud, l'ANC a largement emporté les élections législatives du 8 mai en recueillant 57% des voix, qui lui assure une majorité absolue de 230 des 400 sièges de l'Assemblée nationale. En baisse de près de 5 points sur celui obtenu en 2014, ce résultat est toutefois le plus mauvais jamais réalisé par le parti historique de Nelson Mandela dans des législatives depuis qu'il a pris les rênes du pays à la chute de l'apartheid en 1994. C'est une victoire de tous les Sud-Africains. Cette fois, je pense que l'ANC pourra apporter le changement. Je crois en l'ANC et je crois en Cyril Ramaphosa. Je ne crois pas en un autre parti. Même quand je dors, je ne rêve que de l'ANC. Tout au long de la campagne, de nombreux électeurs ont reproché à l'ANC le taux de chômage endémique que connaît le pays, la corruption qui a gagné le sommet de l'État sous le règne de Jacob Zuma et la persistance de fortes inégalités sociales et raciales. Camarades, c'est une nouvelle ère. Nous allons faire les choses différemment. Nous allons faire les choses de façon efficace. Nous allons nous assurer qu'on donne de la croissance à notre économie. Nous allons inviter les investisseurs pour qu'ils viennent et investissent ici. Les électeurs nous disent qu'au niveau national, des provinces et au niveau local, nous devons mettre un terme à la corruption. Et camarades, nous allons tourner la page de la corruption. Dans les jours qui suivent, Cyril Ramaphosa doit nommer un nouveau gouvernement. Sa composition révélera la marge de manœuvre dont il dispose au sein de l'ANC où les partis de son prédécesseur, Jacob Zuma, gardent de solides appuis.
La campagne officielle pour les élections européennes du 26 mai a débuté ce lundi 13 mai à 2 semaines d'un scrutin à l'issue toujours aussi incertaine avec la République en marche et le Rassemblement national au coude à coude dans les sondages. Leur visage s'affiche désormais dans les rues de Paris comme partout en France. 34 panneaux ont été installés par les mairies devant les bureaux de vote pour les 34 listes en lice. Suivez ce reportage. La campagne officielle pour les élections européennes du 26 mai débute lundi, à 2 semaines d'un scrutin à l'issue toujours aussi incertaine, avec la République en marche et le Rassemblement national au coude à coude dans les sondages. Spot télévisé. C'est parti pour le sprint final d'une campagne qui devrait enfin s'animer avec la multiplication des débats télévisés et des spots audiovisuels soigneusement minutés. À l'heure des réseaux sociaux, les experts soulignent l'intérêt de la campagne et des documents officiels toujours très attendus, couplés aux débats télévisés qui ont parfois permis de départager les listes ou de faire émerger l'une d'elles dans les jours qui précèdent le scrutin. D'autant que les derniers sondages donnent LREM et le RN quasiment à égalité avec autour de 22% d'intention de vote chacun et que la situation n'est pas encore décantée à gauche. Grand classique du genre, 34 panneaux ont été installés par les mairies devant les écoles et autres bureaux de vote pour l'apposition des affiches électorales d'autant de listes en lice. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, a précisé de son côté la durée et l'ordre de passage des spots officiels diffusés sur l'audiovisuel public et dont le calcul découle d'un mélange des critères d'équité et de représentativité. Critères d'ailleurs régulièrement contestés par certains candidats qui voient leur temps de parole limité par rapport à des listes concurrentes. Eva-Marie Persson, procureure adjointe de la justice suédoise, annonce la réouverture de l'enquête pour viol contre le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Suivez. La justice suédoise a annoncé lundi la réouverture de l'enquête pour viol contre le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, espérant le voir comparaître devant un tribunal avant la prescription du crime échéant en 2020. Ce qui nous amène à la décision d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de rouvrir l'enquête préliminaire. Julian Assange était incarcéré en Grande-Bretagne. Les conditions sont réunies pour demander sa remise à la Suède en vertu d'un mandat d'arrêt européen, ce qui n'était pas le cas avant le 11 avril, date de son arrestation par la police britannique à l'ambassade d'Équateur où il était réfugié depuis 2012, a ajouté la procureure adjointe Eva-Marie Persson. La Grande-Bretagne est inquiète d'un risque de conflit par accident dans le Golfe en raison du regain de tension entre les États-Unis et l'Iran, averti à Bruxelles le ministre des Affaires étrangères britannique, Jeremy Hunt. Suivons ce dernier. Nous sommes très inquiets du risque qu'un conflit se produise par accident avec une escalade des tensions involontaires d'un côté ou de l'autre, mais qui se termine par une sorte de conflit. Le Pakistan, dont la balance commerciale est très déséquilibrée, est parvenu à un accord avec le Fonds monétaire international FMI pour un prêt de 6 milliards de dollars portant sur un peu de 3 ans. Reportage. Le Pakistan, dont la balance commerciale est très déséquilibrée, est parvenu à un accord avec le Fonds monétaire international pour un prêt de 6 milliards de dollars portant sur un peu plus de 3 ans, ont annoncé dimanche les deux parties après des mois de négociations.
Nous allons recevoir 6 milliards de dollars du FMI, a déclaré Abdul Hafiz, le conseiller financier du Premier ministre Imran Khan à la télévision publique. Le FMI, dans un communiqué, a dit être parvenu à un accord avec Islamabad pour un prêt d'environ 6 milliards de dollars et portant sur 39 mois. Selon ce communiqué, l'accord doit encore être approuvé par la direction du FMI et son conseil d'administration et il sera ensuite lié à la mise en œuvre en temps voulu des mesures décidées par les deux parties. Il vise, selon le FMI, à soutenir l'ordre du jour ambitieux des autorités en termes de réformes macroéconomiques et structurelles qui passent par l'amélioration des finances publiques et la réduction de la dette publique du Pakistan grâce à des réformes fiscales et administratives. La tâche paraît immense dans un pays de plus de 207 millions d'habitants à l'économie largement informelle où moins de 2 millions de contribuables paient l'impôt sur le revenu. En plus des 6 milliards du FMI, Islamabad recevra 2 à 3 milliards de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement, a également notifié Abdul Hafiz, un ancien cadre de la Banque mondiale qui a été ministre des Finances du Pakistan de 2010 à 2013. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité à Eden TV et bonne suite de nos programmes.